Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet aussi intime que mystérieux, notre rapport au corps. Comment écouter son corps, l'habiter, le soigner quand on traverse la maladie, la transformation ou la maternité? Je suis Marine Saint-Clémente et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour rester en forme plus longtemps? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts du mouvement, de la santé et de la nutrition dans votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, on change de décor puisque j'ai le plaisir de vous emmener avec moi dans l'atelier de Prune Nourrie. Plasticienne mondialement reconnue, elle explore depuis des années les liens entre art, science et spiritualité dans des œuvres profondément puissantes et ancrées. Ensemble, on va parler du corps comme lieu d'intuition, de création et de mémoire. C'est parti. Bonjour Prune. Bonjour Marine. Merci de nous recevoir dans ce lieu si spécial aujourd'hui. Alors certains ont que la voix, donc on va essayer de décrire beaucoup. Et je vais faire un petit précis pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes né à Paris en 1985, vous êtes diplômé de l'école Boulle en sculpture sur bois et aujourd'hui vous partagez votre vie entre Paris et New York. Et si, il y a beaucoup de dénominateurs communs entre vos œuvres, mais il y en a un quand même, c'est que vous soulevez des questions éthiques, que ce soit le processus de guérison, les évolutions artificielles de l'être humain, la sélection des sexes. J'aimerais vous demander, est-ce que le corps a toujours été votre matière première de création ou avant ça, vous avez exploré d'autres chemins? Je pense que l'anatomie et le corps sont au cœur de la sculpture. Et du coup, dès le départ, pour moi, ça a été vraiment un sujet d'inspiration, à la fois esthétique, mais aussi finalement plus symbolique, avec notamment le rapport entre le macro et le micro, l'extrêmement grand, l'infiniment petit, de pouvoir retrouver en fait des schémas qu'on aurait à l'intérieur du corps, comme par exemple les veines, et qu'on le retrouverait à l'échelle des rivières vues du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a très rapidement inspirée et qui m'a amenée finalement à de la même manière que l'interdisciplinarité est très importante dans mon travail, à cette idée d'interdépendance en fait entre les espèces. Alors pour l'un de vos derniers projets, votre dernier projet, on voit les Vénus derrière vous. Vous avez demandé à des habitants de Saint-Denis, au nord de Paris, de récolter de la terre qui compte pour elles et de venir raconter leur histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce cheminement pour ce projet? Le projet Vénus a commencé il y a 3 ans, quand José Manuel Gonçalves, le directeur artistique du Grand Paris Express, m'a proposé d'investir la gare dessinée par Kengo Kuma, un architecte japonais qui a conçu la gare de Saint-Denis-Pleyel. Et ne venant pas de Saint-Denis, je ne me suis pas sentie forcément légitime de pouvoir imaginer une œuvre permanente là-bas. Et donc, ma première étape, ça a été de me dire, comme j'ai 3 ans devant moi, comment est-ce que je peux, chaque année, pouvoir penser un projet qui grandirait avec les habitants et les habitantes, surtout de Saint-Denis, puisque très rapidement s'est dessinée l'idée de travailler autour des femmes de Saint-Denis. Et la première étape a été, du coup, de sculpter des formes féminines inspirées des Vénus préhistoriques de la période gravétienne, autour de l'idée de la diversité des corps, et d'aussi travailler sur une diversité des peaux de terre, sur cette idée que sur Terre, on trouve justement des couleurs ocre jaune, terre de sienne, grises, extrêmement diverses, qui pourtant proviennent de la même terre. Et c'est sur cette idée de diversité et en même temps de similarité, d'union, versus la division qu'on a travaillé. Parce que Saint-Denis, c'est une terre aussi de diversité, parce que c'est une terre d'archéologie, parce que c'est aussi une terre associative avec un tissu d'associations féminines extrêmement fortes. J'ai commencé à collaborer avec plusieurs d'entre elles et à brainstormer pour essayer de trouver à la fois le titre du projet, mais aussi un projet commun, collaboratif, qui s'est transformé dans La Terre qui m'est chère, AIR, qui est ce projet où toute cette année, on récolte des échantillons de terre provenant d'habitantes de Saint-Denis qui nous confient des terres qui veulent dire quelque chose pour elles. Ça peut être de la terre du bac à sable où leurs enfants ont grandi, comme de la terre d'Algérie où elles allaient en vacances chez leurs grands-parents petites.
Est-ce que c'est important pour vous que l'art touche tout le monde ou est-ce que parfois en tant qu'artiste, on peut se permettre, s'autoriser une petite forme d'élitisme? Alors ça, j'y réfléchis pas forcément. Pour moi, c'est, déjà je sors ce que j'ai dans les tripes. C'est presque comme un besoin, en fait. Si je fais pas ça, je dépéris. Et après, moi, c'est plus l'aspect collaboratif qui m'intéresse. En tant qu'artiste, j'ai l'impression d'être experte en rien, d'une certaine manière, même si j'ai fait sculpture sur bois. Effectivement, j'ai depuis touché à plein de matériaux, mais des matériaux qui, comme le verre, nécessitent 10 ans pour être juste junior, 40 ans pour enfin les maîtriser. Et du coup, de collaborer avec des experts me semble essentiel, comme des artisans, des historiens, des généticiens. Et c'est plus cet aspect collaboratif qui m'intéresse, comme ici avec les habitantes de Saint-Denis. On va en reparler de cette hybridation, de tous les métiers. Vous avez dit: «Ce qui est important pour moi, c'est de sortir mes tripes». En juin 2016, donc vous apprenez que vous avez un cancer de sein et vous décidez de filmer votre combat, de la première chimiothérapie à la reconstruction mammaire. Hem, dans ce film vraiment très puissant et très touchant, vous avez dit: «J'ai perdu mon corps en chemin». Est-ce que vous avez retrouvé votre corps aujourd'hui? Oui, surtout que je viens d'avoir 40 ans et que, bizarrement, comme un rite de passage, ça fait déjà depuis mes 39 ans que j'ai l'impression d'avoir 40 ans et que je fais ce lapsus constamment. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un rite de passage et je pense qu'il y a une forme d'acceptation, de par le corps qui change bien sûr, qui arrive, mais sans vraiment, m'en rendre compte. Alors est-ce que j'ai gagné quelques années du fait d'être passée par la chimio et toutes ces choses-là qui m'a fait accélérer certains processus de réflexion? Je sais pas. Mais, en tout cas, j'ai senti comme un basculement, ouais, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que cette expérience personnelle de la maladie a eu une influence sur votre pratique artistique ou pas tant que ça? Certainement, à partir du moment où voilà, je pense qu'un artiste, digère constamment tout ce qui lui arrive et tout ce qui arrive aux autres aussi, parce qu'il y a une forme d'empathie aussi dans ce travail, de s'inspirer, aussi des autres et des histoires des autres, de voir aussi les points de connexion, à travers les cultures, à travers les personnes. Et je pense que la maladie aussi, ça a été une forme pour moi de comprendre que, un artiste, on pouvait pas, penser qu'objectif. Je pensais, être parfois comme une anthropologue ou comme une journaliste, à observer, à essayer de comprendre, à analyser. Et en fait, c'est vrai que la maladie étant, une tumeur à l'intérieur de moi, je me suis dit: «Bon, autant la prendre comme de la matière à sculpter, à transformer». Et je me suis rendu compte qu'en fait, en tant qu'artiste, on peut être que subjectif. Alors je rebondis, moi, prune, la première œuvre que j'ai vue de vous en vrai, c'est Matter Earth au Château Lacoste et c'est une œuvre qui est très importante, pour votre carrière et qui ne laisse personne indifférent. Soit elle bouscule, soit elle dérange, soit elle questionne. Est-ce que pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont pas idée de ce qu'est cette œuvre, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Alors Matter Earth au Château Lacoste fait 27 mètres de long. C'est une sculpture un peu comme, une géante et nous, humains, on se transforme en lilliputiens. Elle est en un mélange de terre cuite et crue. Elle est composée de plusieurs parties qui émergent de la terre. Les 2 jambes, le ventre, les 2 seins, le visage et un coude. Et comme si la terre était de l'eau et que le reste de la sculpture était, immergé sous terre. Et on peut rentrer à l'intérieur de son ventre comme une grotte extrêmement fraîche finalement, contrairement au corps humain. Et à l'intérieur, on a l'impression d'être, comme dans un organe. Mais encore une fois, cet organe qui pourrait être, des veines, et très organique, reprend aussi les racines, d'un arbre. Et il y a aussi une forme au plafond qui est en fait le seul accès de lumière à part l'entrée et qui est un énorme bloc de verre, plein qui est le nombril de l'œuvre et qui en fait, comme c'est du verre coulé, il y a beaucoup de défauts à l'intérieur, ce que je voulais, parce que ça reprend plein de bulles qui ressemblent presque à la mitochondrie, mais en même temps, il y a cet aspect de voie lactée, comme quand on voit des images de la voie lactée. Et c'était vraiment une réflexion sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et la connexion
entre ces formes fractales parfois ou organiques en tout cas et pour montrer la connexion entre tout. Vous parlez d'ailleurs, vous dites souvent vous sculptez la vie. C'est dans ça que ça s'exprime ou... Ah, j'ai dit ça? Vous avez dit ça plus. J'ai sculpté la vie? Ah ouais? Waouh! Non, je pense que je cherche effectivement à donner vie à mes sculptures, quand notamment leur mettre des yeux, ce qui est une technique extrêmement classique qu'on retrouve beaucoup dans la sculpture romaine, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est l'idée de donner une âme à l'œuvre. D'ailleurs, un des projets collaboratifs sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années en même temps que Matter Earth s'appelait Statues Also Breathe, l'idée de donner un souffle à une sculpture pour lui donner une âme, ce qui est finalement aussi ce qu'on retrouve beaucoup dans la mythologie avec Pygmalion, le mythe de Pygmalion et de Galatée, par exemple. Donc c'est plutôt cette idée d'insuffler la vie et d'incarner aussi cette idée, comme disent les Américains, embody, une œuvre qui m'intéresse. Et alors pour vous, qu'est-ce que la maternité a changé dans votre processus créatif? C'est pareil, est-ce que ça a eu un impact ou on peut traverser ces étapes sans que ça influe forcément sur ses œuvres? Ah, ça a un impact énorme, déjà parce que c'était une peur pour moi, la maternité. En tant qu'artiste, en tant que femme artiste, j'avais peur de ne plus avoir le temps de travailler, de perdre aussi peut-être soit mon intuition, soit mon temps, soit, je sais pas, une peur assez abstraite, mais aussi liée à ce qu'on me renvoyait depuis que j'étais jeune artiste. Je me souviens d'un de mes premiers collectionneurs qui me disait « Mais tu es sûre que le jour où tu auras un enfant, en tant que femme, tu t'arrêteras pas de sculpter, de travailler, parce qu'en fait, moi, c'est un investissement que je fais et je veux que cet investissement soit dans le temps. » Bon, quelque chose où j'avais même pas compris ce qu'il voulait me dire, en fait, parce que pour moi, travailler, sculpter, c'était l'essence même de mon identité, c'était un besoin, déjà même à l'époque. Et donc voilà, il y avait cette peur que j'ai du coup dépassée, parce que c'était aussi un besoin pour moi, ce qui est extrêmement intime. Ça ne l'est absolument pas pour certaines femmes. Pour moi, depuis toujours, j'avais cette envie-là. Aussi cet intérêt face au mystère, de ne pas maîtriser aussi ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, puisque c'est comme si je sculptais à l'intérieur de mon corps sans du coup utiliser les mains. Et voilà la vie. Et oui, mais bon, ça, justement, c'est quelque chose qui est dans l'histoire de l'humain, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi finalement du vivant, des animaux. Enfin, quand on voit un fœtus animal, mammifère, et qu'on voit un fœtus humain, parfois, on se dit, mais en fait, lequel est quoi? Et on a l'impression que voilà, cette histoire est beaucoup plus proche. On voit aussi quand on regarde l'ADN et qu'on voit le peu de différence entre un ADN de chimpanzé et un ADN d'humain. Donc c'est toujours intéressant aussi de rapprocher, plutôt que de montrer les différences, de rapprocher et de se dire, ok, comment est-ce que je peux questionner le vivant pour être dans cette réflexion sur cette interdépendance. Et du coup, en tant que femme artiste, de me dire que je créais malgré moi d'une certaine manière, et que je ne maîtrisais pas, et qu'il y avait cette peur de l'après, mais aussi cette peur de la mort, mais aussi cette peur de la maladie. Suite à ce que j'avais eu envers moi-même, tout d'un coup, je le ressentais pour un autre être vivant qui en même temps était à l'intérieur de moi, connecté à moi, que je nourrissais, sans même l'imaginer. Je pense que ça a été effectivement extrêmement transformateur. Et surtout, je pense que cet aspect de mystère et de miracle, même s'il est répété depuis tellement de générations, qu'il est à chaque fois, qui peut sembler banal et qu'il est en même temps à chaque fois tellement unique, ça m'a aussi, je pense, fait réfléchir au fait que j'avais été très chanceuse après la maladie, à 35 ans, réussir à tomber enceinte de manière naturelle alors que j'avais congelé mes œufs. Que d'ailleurs depuis j'ai essayé de réutiliser et qui n'ont pas survécu. Donc il y a quelque chose en fait d'assez
miraculeux dans cette naissance dont je comprends l'ampleur de plus en plus chaque jour au fur et à mesure que mon enfant grandit. Comment vous avez pris soin de votre corps dans toute cette période? Alors, vous avez changé des choses ou... Oui, complètement. Je pense que c'est même très important dans le processus de la maladie. Je me suis rendu compte que ce qui était salvateur pour moi, et peut-être que c'est un schéma qui peut fonctionner pour d'autres, c'est l'idée de la proaction. Donc d'être proactif de sa guérison, c'est-à-dire poser des questions aux médecins. Les médecins me disaient: vous êtes vraiment cortiqué, ce qui pour moi était très étrange comme terme, mais parce que j'essayais vraiment d'aller au fond des choses et de comprendre et de questionner, et de me dire déjà je vais comme je suis sculpteur et que je vais travailler avec des artisans, je vais aller faire un devis puis un contre-devis. Là je vais aller faire un diagnostic puis un contre-diagnostic, essayer de comprendre, aller plus loin. Je me rends compte qu'en fait il y a des tests génétiques qui sont faits avec telle équipe et ça me permettra de savoir si j'ai vraiment besoin de chimio ou pas, et pas d'y aller à reculons en me disant que peut-être je rentre juste dans un protocole de je suis une femme entre tel âge et tel âge. Donc il y a toutes ces choses-là qui m'ont aidée d'être proactive de la maladie, mais aussi bien sûr sur des choses que je pouvais maîtriser. C'est pour ça aussi que je me suis pas fait soigner aux États-Unis alors que j'habitais déjà à New York. J'ai décidé de me faire soigner en France parce qu'il y a un langage de la médecine qui est déjà complexe à appréhender. Si en plus de ça, je l'appréhendais dans une langue qui n'était pas ma langue maternelle, je me disais ça me rajouterait une complexité. Et par contre, les choses qui étaient à ma portée, c'était typiquement mon alimentation. Le rapport aussi aux médecines complémentaires que vont être l'acupuncture, qui ne sont pas à la place d'eux, mais qui sont en complément, qui vont être aussi de la prévention, ce qui est un état d'esprit que j'avais pu comprendre mieux en passant du temps en Chine, donc en Orient, avec les médecines orientales qui ont plutôt une approche de prévention. Et j'avais commencé l'acupuncture en Chine au moment de mon projet Terracotta Daughters, et qui a été vraiment juste avant l'annonce de la maladie, l'enfouissement de cette armée de sculptures taille humaine en terre cuite que j'ai réalisée en Chine et que j'ai fait voyager à travers le monde avant de la ramener en Chine pour l'enfouir jusqu'en 2030. Tout ce temps passé en Chine m'a permis aussi de mieux comprendre cette approche-là que je trouvais fascinante. Donc l'invisible aussi, la notion de l'invisible avec le qi, qui est donc cette énergie qu'on retrouve dans toutes les cultures et toutes les religions sous des noms extrêmement différents. Au Nigeria, dans la culture yoruba, ça va être haché, sur le prana en Inde, le qi en Chine. Donc vous avez vraiment ce lien universel dans cette idée de l'invisible, d'une énergie invisible qui m'intéresse énormément, qui est toujours sur l'idée du souffle aussi. Ça rejoint peut-être aussi cette idée du souffle, de l'importance du souffle, comme on dit, voilà, il a donné son dernier souffle. Et cette idée de respiration, d'inspiration, a grandi en moi au fur et à mesure, effectivement, de mon parcours. Et donc, j'ai essayé de prendre soin et de mon corps et de mon esprit de la meilleure manière que je pouvais faire, tout en sachant que je suis workaholic. Et donc, j'ai toujours continué à travailler parce que ça m'amène de l'énergie. Et aujourd'hui, vous continuez tout ça, ou c'est vraiment c'est un mode de vie, ou vous avez ralenti un peu? Par moment, par cycle. Il y a des moments où j'ai plus du tout envie d'en entendre parler, d'autres moments où au contraire ça revient. J'essaye vraiment de m'écouter là-dessus. J'ai été élevée dans l'idée qu'il fallait pas s'écouter. Et ça, en même temps, je comprends très bien que mes parents m'aient élevée là-dedans, parce que c'est aussi un atout, c'est aussi quelque chose de... Ça venait d'une très belle idée. Mais c'est vrai qu'il y a écouter son corps, par contre, c'est important. Et aussi, je pense qu'on a tendance souvent à mélanger l'idée d'ego et l'idée d'estime de soi. Et l'idée d'ego, c'est, je pense, de faire grandir un enfant avec une faible estime de lui-même ou d'elle-même, fait que il va remplacer ça par de l'ego, qui va faire qu'il va être presque intranquille, avec une forme de faiblesse intérieure, qui va faire qu'il va devoir écraser les autres pour se relever.
Alors que l'estime de soi, je pense que ça donne une forme de pilier intérieur qui finalement permet d'être suffisamment structuré pour pouvoir s'occuper d'un autre. Un peu comme quand dans l'avion on vous dit mettez d'abord le masque qui tombe et ensuite occupez-vous de votre enfant à côté ou aidez les autres à côté de vous. Donc je pense que voilà, il y a une différenciation à faire entre l'estime de soi et l'ego. Voilà, Boris Cyrulnik m'inspire beaucoup à ce sujet, ainsi que d'autres grands penseurs sur cette question-là. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est sur lequel on doit aussi être tranquille avec soi-même, se dire qu'il y a des moments où on y arrive, des moments où on y arrive moins, des moments où on est obsédé par quelque chose, c'est temporel, juste de savoir un petit peu comme quand quelque chose de très fort vous arrive, un choc, une nouvelle, dormir dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que le cancer m'a appris et ça peut prendre 3 jours, 4 jours, comme un deuil, 1 mois, 2 mois, 1 an, digérer la chose, mais on sait qu'il y aura un après qui sera un réveil du soleil, quoi. Ça va, la vie est cyclique. Et je pense que ça, l'idée de dormir sur quelque chose, l'idée de digérer, de prendre le temps d'accepter, de faire le deuil, est quelque chose qui m'a vraiment été appris par la maladie. Parce qu'il y a eu une renaissance. Et quand vous dites, on est dans une société où on a tendance à dire, et aux femmes particulièrement, justement, à ne pas trop s'écouter, à anesthésier peut-être un peu les douleurs aussi ou les périodes difficiles. Vous, au contraire, vous avez tendance à les prendre, ces douleurs, et à les sublimer ou en tout cas les poser là, devant, bien visibles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui ont perdu confiance en leur corps après des épreuves ou qui sentent que c'est plus l'allié que ça avait pu être? Après, j'ai été là, justement, sur le projet Vénus, vraiment remise en cause sur cette question, justement, des femmes qu'on appelle victimes de violences, etc. Elles le sont. Mais la force qu'elles ont dépasse n'importe quelle force parce qu'en fait, malgré tout ce qu'elles subissent, elles se relèvent. Et ça, j'ai été tellement impressionnée par ces 8 femmes, notamment, que j'ai sculpté pour le projet que j'ai réalisé avec la Maison des Femmes qu'on vient de montrer, qui est montré en ce moment au musée Paul-Éluard à Saint-Denis. J'ai été vraiment estomaquée par ce mot victime qui, en fait, est utilisé et à juste raison, mais en même temps qui ne les représente pas parce qu'elles sont d'une force qui est celle de la personne coercitive qui essaye de les écraser, n'arrive absolument pas à la cheville de la force de ces femmes. Et qui place dans une forme de case aussi, dans un statut presque parfois. Qui place dans un statut, et puis aussi, je pense, en fait, c'est justement jouer sur l'estime de soi, c'est-à-dire d'essayer de les écraser, de leur faire croire qu'elles ne sont pas fortes, de leur faire croire qu'elles ont besoin de cette autre personne. C'est un jeu psychologique, qui est un jeu de pouvoir, qui est peut-être là parce que ces femmes ont pu être élevées dans une forme d'idée qu'elles devaient s'occuper des autres et pas d'elles-mêmes. Et aussi parce qu'on aurait pu leur dire ou leur faire croire que leur valeur n'est pas égale à celle d'autres personnes, hommes ou pas. Et je pense que ça, c'est peut-être une des choses que je retiens de ce projet Vénus, c'est vraiment cette importance du travail sur l'estime de soi des femmes, qui prendra des générations, qui est en cours certainement, que la Maison des Femmes de Saint-Denis, notamment Hada Hatem, qui l'a créée il y a 10 ans, et toute son équipe, sur lesquelles il travaille au quotidien, et qui m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire à l'échelle nationale, mondiale, au fur et à mesure du temps, sur cette question-là, et ça prendra des générations. Et vous pensez que c'est un sujet que pour les femmes, ou finalement les hommes devraient aussi travailler sur cette frontière entre ego et estime de soi? Bien sûr, ah oui, complètement. Absolument, c'est tellement important, justement pour pas être dans l'idée d'un pouvoir coercitif, dans un sens comme dans l'autre, même, je veux dire, femme ou homme vis-à-vis d'un enfant, de pas se dire qu'on est dans une relation de pouvoir, en fait. Quand on est parent, un enfant ne nous appartient pas. Un enfant, on est là comme un tuteur qui aide une plante à grandir. Et ça, c'est cette question du pouvoir, en fait, qui est vraiment à remettre en cause.
Alors, on a beaucoup parlé de collaboration. C'est quelque chose qui revient tout le temps dans votre travail. Alors, j'ai découvert quelque chose de très amusant en préparant cet entretien. En 2009, vous avez lancé les dîners procréatifs, qui étaient des dîners co-créés avec un scientifique et un chef gastronomique pour retracer, pour suivre toutes les étapes de la procréation médicalement assistée, donc du sperme bar pour faire son cocktail in vitro à la naissance. Et au-delà de ça, il y a une question quand même qui revient tout le temps, c'est celle de l'hybridation. Vous amenez toujours des disciplines extérieures, que ce soit des psychanalystes, des généticiens. Ça m'a beaucoup fait penser aux travaux, je ne sais pas si vous connaissez Gabrielle Alpern, qui est une philosophe de l'hybridation et qui explique qu'en fait, quand on ne s'hybride plus, on meurt. Et je voulais savoir pour vous, est-ce qu'à un moment, vous pensez qu'il sera possible de faire de l'art pour faire de l'art, ou est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose en plus, que ce soit de l'intime, du politique? Dans la pratique universitaire américaine, il y a cette idée d'interdisciplinarité puisqu'on peut étudier à la fois la sociologie et l'art, par exemple, ou même la médecine et l'histoire de l'art. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de ne pas aussi obliger dans l'éducation un jeune étudiant à devoir décider, se mettre tout de suite dans une case, mais à pouvoir essayer plusieurs choses tout en effectivement ayant une forme de cohérence, bien sûr, pour pas perdre un cap, mais de savoir se nourrir de plein de disciplines, de plein de connaissances. Je pense que c'est même une expérience de vie de toujours garder ça en tête. Agnès Varda, qui a passé du temps à la clinique Buchinger, qui a été, je crois, la première à m'en parler, et qui m'a fait rencontrer Françoise Wilhelmy de Toledo, jusqu'à ses 92 ans, était mais d'une curiosité extraordinaire et continue d'apprendre des autres constamment. Et je pense que cette idée de pouvoir être dans l'hybridation constante, dans la curiosité constante, dans le mélange cohérent, dans l'interdisciplinarité, c'est ce qui nous fait grandir en fait. C'est ce qui nous fait évoluer. Prune, cet épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, j'aimerais bien vous poser les 3 questions signatures de la formule longévité, auxquelles je vais vous demander de répondre aussi instinctivement que possible. Alors, si vous pouviez remonter le temps et revivre une année de votre vie, quel âge choisiriez-vous? Aujourd'hui, maintenant, il faut vivre dans le maintenant, l'instant présent. Est-ce que c'est important pour vous de vivre longtemps? Alors, grosse question sur le transhumain sous, on va dire, la figure d'Elon Musk en ce moment, qui est à fond là-dedans. Ça ne me fait pas du tout rêver. Le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, ça me semble cohérent. Pourquoi? Parce que je l'ai vu à l'échelle de la dépendance extrême qu'amène la maladie. Et quand on est jeune, ça vous atteint encore plus, cette idée de tout d'un coup être dépendant. Après, quand on est âgé de la même manière, parce qu'on a été indépendant toute une vie et tout d'un coup on se retrouve dépendant, ça j'imagine, ça nous amène même à la question de l'euthanasie qui, selon moi, est un droit. En Belgique, ils le pratiquent depuis des années. Posons un regard sur les autres pays européens, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir peut-être s'inspirer de nos voisins. Je pense que la question de la vie et de la mort intrinsèquement liées, le héros et Thanatos, encore une fois, dans la mythologie, sont extrêmement liés. Et que si on part de l'idée que nous sommes composés d'atomes et qu'il y a une forme de transformation, de régénération, de vie après la mort, d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit organique, qu'elle soit spirituelle, c'est pas possible en fait d'imaginer une vie éternelle. Elle a forcément une finitude. Si on regarde dans le temps, à la préhistoire, qu'on prend vraiment une échelle très macro et qu'on se dit qu'à une époque, 30 ans, c'était vivre extrêmement vieux, ce qui était le cas des hommes de Néandertal. On a retrouvé dans des fouilles archéologiques des corps de 30 ans, ça veut dire qu'ils ont vécu très vieux et pourtant ils étaient handicapés. Donc ça veut dire que leurs concitoyens à l'époque ont pris soin d'eux malgré leur handicap et les ont enterrés avec déférence, avec soin.
Donc, ça en dit beaucoup sur une société néandertale. Et pour les humains d'aujourd'hui, de la même manière, pour nous, vivre vieux, c'est vivre 80, 90 ans, parfois 100 ans. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, dans 30 ans? Qu'est-ce que ce sera après l'intelligence artificielle? Certainement que cette barre, ce curseur, va évoluer. Mais la vie éternelle n'existe pas, sauf si on l'imagine sous la forme d'une forme de cycle où on renaît autrement. Et cet aspect-là, qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, me fascine. Bien sûr que ce mystère est énorme, mais en tout cas, je pense que l'aspect de transhumanisme se rapproche assez d'une vision où on se dit il y a la planète Terre, il y a les autres planètes, utilisons tout ce qu'on a là et puis partons sur une autre, sauf qu'on ne trouvera jamais exactement la même chose qu'on a là. De la même manière, plutôt que de se dire ok, on va voir effectivement par curiosité ce qu'il y a ailleurs, on essaye de grandir, d'apprendre, d'être dans la curiosité, dans l'ouverture, mais on n'oublie pas que l'essentiel est en nous et non pas dans l'ailleurs, dans le plus tard, dans la surconsommation, dans l'ailleurs seulement. Et alors vous, personnellement, quelle est votre formule pour une vie aussi sereine que possible? Je pense que ça se rapproche aussi de l'idée de spiritualité. Quand on parle de religion, il y a dans le mot latin, l'origine du mot latin, c'est religo, c'est l'idée de lier, le lien. Aujourd'hui, les religions, et depuis des siècles bien sûr, peuvent aussi provoquer de la division. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très intime, qui n'est pas à être imposé aux autres, qui peut prendre des formes extrêmement différentes. Et surtout, l'idée de dogmatisme, qui pour moi est vraiment la bêtise humaine, la fermeture, le danger absolu. Et du coup, je pense que de toujours douter peut être justement un anti-dogmatisme et de se dire, voilà, je doute des gens qui ne doutent pas, je doute de moi-même, tout en ayant voilà, ce pilier intérieur, que ce soit sa spiritualité, son estime de soi. Je pense que ça peut-être être une bonne base dans la vie et surtout d'être proactif parce que la vie, c'est le mouvement. Et la proaction, c'est ça, c'est le mouvement. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Prune, pour tous ces échanges et ces enseignements. Où est-ce que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver vos œuvres en ce moment? Alors, en ce moment, au musée Paul-Éluard à Saint-Denis, il y a une œuvre aussi qui va être inaugurée en décembre à Miami, à Art Basel, et qui sera permanente dans la ville de Miami, dans un parc à North Beach. Il y a aussi en septembre une exposition itinérante qui ouvre d'abord à la Fondation Biolukian à Lyon, où tout est à toucher. Et une partie est dans le noir d'ailleurs. Et le grand projet de 2026. Et 2026, les Vénus dans la gare de Saint-Denis-Pleyel et une exposition au Petit Palais à partir d'octobre 2026. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Quant à vous, chers auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez pris une bouffée d'inspiration et que vous aurez envie d'aller creuser dans toute l'œuvre de Prune Nourrie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à vos amis, à vos proches et à le noter 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça compte beaucoup. Alors abonnez-vous pour être au courant de tous les prochains épisodes et à bientôt. Ciao! Thank you.